Ça vous dit une interview avec quelqu'un qui va vous expliquer une formule magique pour gagner en bourse? Eh bien, on accueille Adrien Picot, c'est dans une série de vidéos que je fais des interviews dans le cadre de ma centième hebdo. Eh bien, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui s'appelle Au micro de Ricardo pour une asso. Et à vrai dire, on va parler beaucoup de bourse, mais on va surtout aussi défendre la cause d'une association. Une association pour les enfants handicapés et qui s'appelle Solidads. Et à vrai dire, Adrien vous expliquera ce qu'elle est et ce qu'il faut faire pour améliorer le quotidien de ses enfants. Alors le seul contenu de cette vidéo, ça va être juste la discussion qu'on va avoir avec Adrien. Alors Adrien parlera de pas mal de choses et notamment de sa stratégie qui est absolument indestructible. Et vous verrez qu'il parle d'une action qu'on connaît très bien sur la chaîne notamment. Et puis on verra aussi qu'on parlera de valeurs, de certaines valeurs qu'on a communes l'un et l'autre, et puis qui a fait qu'on s'est rapprochés l'un de l'autre et qu'on est devenus des amis. Et puis il parlera aussi d'un actif très connu sur lequel on va pouvoir tirer quelques conclusions. Et vous verrez que c'est vraiment une vidéo sur de la simplicité, de la modestie qui me paraît hyper importante parce que simplement, c'est le lot de tous les investisseurs. À propos d'investisseurs, il va nous faire justement une anecdote impressionnante sur ce qu'il a vécu dans sa vie d'investisseur. Et vous allez voir que c'est très intéressant de voir que l'investissement, c'est pas qu'un long fleuve tranquille. Allez, je ne vous fais plus tarder. L'intégrale, c'est maintenant. Et voici une nouvelle interview, une interview qui commence avec une personne qui est peut-être un peu moins connue que les autres, mais qui s'appelle Adrien Picot. Et Adrien Picot, c'est même devenu un ami maintenant. Et présente-toi à nous et dis-nous d'où tu viens, ce que tu fais, ton parcours. Bonjour mon Richard, déjà merci pour l'invitation. Et puis bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous regardent. Ravi de vous retrouver. Pour me présenter simplement, je suis... jeune homme de 30 ans, j'ai 2 enfants. J'ai commencé, alors je suis juriste en droit financier de formation et j'ai commencé l'investissement en 2017 précisément pendant mes études de droit. Et j'ai commencé dans le marché qui était le plus simple, le plus accessible et qui m'excitait le plus à ce moment-là, qui était celui de la crypto. Donc j'ai commencé, pour l'anecdote, j'avais un grand-père qui était collectionneur de trains de collection, les trains métalliques, et qui est décédé en 2014, je crois, et quelques années plus tard, en fait, on a vendu une partie de sa collection avec mes parents, et j'ai commencé en fait à investir en crypto à ce moment-là avec à peu près 3000 euros. Et donc voilà, c'est mon vrai début dans l'investissement, ça s'est fait à ce moment-là, donc début 2017. Et pendant 3 ans, j'ai fait exclusivement de l'investissement crypto à un moment où c'était vraiment la jungle, où il y avait vraiment des mouvements qui étaient absolument dingues, où il fallait un bac+8 simplement pour se connecter sur la plateforme et puis passer les opérations. Et progressivement, en fait, j'ai migré en parallèle de la crypto sur le marché action à partir de septembre 2019 précisément, sur PEA exclusivement. Et désormais, en fait, j'investis, c'est mon marché de prédilection, donc le PEA avec un focus sur le marché européen. Pas exactement les mêmes pays que toi, moi c'est un petit peu plus limité. Mais en tout cas, voilà, j'investis exclusivement en PEA et en parallèle, je fais toujours de la crypto. Et j'utilise une méthode d'investissement qui est entre le trading et puis l'investissement pur, qui s'appelle le trend following en anglais, le suivi de tendance en français, qui est une méthode d'investissement de long terme en utilisant des indicateurs techniques. Progressivement, maintenant, j'utilise aussi des indicateurs fondamentaux pour construire mes listes et pour avoir une liste de valeurs que je vais suivre plus que les autres. Et derrière, ma matrice et ma manière d'investir, ça reste le suivi de tendance, que je n'ai pas inventé ni créé, que j'ai juste repris des meilleurs, Minervini, Stan Weinstein, Michael Koval, qui ont popularisé cette méthode d'investissement qui, je pense, est vachement sous-estimée en France en particulier et qui est vraiment hyper efficace, peu importe les marchés sur lesquels vous investissez. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a d'autres gens qui défendent le PEA et les valeurs européennes dans ce monde. Très nombreux. On n'est pas nombreux, hein. Ouais, on s'est fait un peu écraser par ce qui se passe aux États-Unis ces dernières années. Tu sais quoi, ils sont en train de tous s'écraser maintenant avec, j'ai fait un tweet ce matin, 21% de baisse en 3 ans, le dollar, par rapport à l'euro. Ouais. Donc quand tu es investi aux États-Unis, c'est vent de face, c'est comme si on faisait du vélo vent de face. C'est vrai qu'on sous-estime l'impact que ça a eu. Et puis c'est vrai que ça a été quand même aussi très concentré quand même sur les grands noms de la tech, et le reste du marché, lui, était plutôt flat, donc il fallait être vraiment sur la tech. Donc, comme on dit, le SP495, il est très très sous-performant des indices européens. Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai que nous, on va être moins concentré sur la tech, mais en tout cas, on a des secteurs, même des secteurs assez ennuyeux qui permettent de trouver des très bonnes performances. Et je trouve qu'on a déjà largement de quoi faire. Je pense on va revenir dessus un peu après. Merci Adrien pour cette présentation. C'est un jeune garçon, mais plein de talent. Et on s'est rencontrés il y a 3 ans. On s'est vu deux, 3 fois, je crois. Hein, mais la première fois on s'est vu, c'était à Barcelone. Et c'était une révélation pour nous. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Barcelone 2022. Je crois que c'était 2022. Ouais, c'était un moment très très sympa. Le projet de cette vidéo, de ce 100e hebdo, hein, c'était fêter ça d'une manière différente, voilà. Et j'ai invité plein de monde. Hein, il y a des grands noms, des noms. Alors Adrien est connu, hein, Adrien est connu pour les anciens, mais les petits nouveaux qui sont arrivés en bourse après 2023, t'es un petit peu disparu, tu t'es un petit peu effacé dans les réseaux sociaux, mais t'es toujours actif. Hein, on a fait des petits trucs ensemble, mais Adrien est quelqu'un de très intéressant dans sa démarche, et puis intellectuellement il est très construit, et ça fait qu'on a créé un lien qui est un peu particulier, lui et moi, et c'est un honneur pour moi de t'avoir parmi nous. Et chacun, alors il y en a qui débordent un petit peu, mais chacun essaye. Alors on va peut-être déborder aussi, mais chacun essaye de donner une action, un actif, et puis un sentiment géopolitique, géo-macro, comme vous voulez. Et si tu veux te donner à l'exercice, je te laisse prendre la main, et puis tu peux même partager ton écran si tu veux nous partager des graphiques. Mais voilà, quel sentiment tu as sur ça, dans l'ordre que tu veux. Voilà. À toi la parole. C'est à vous de parler. Hein. Moi, j'observe. Merci, votre honneur. Disons que déjà, le début d'année 2026 est vraiment extraordinaire pour les marchés européens. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'ai commencé, en fait, on a connu quand même des cycles qui étaient vraiment très, très variés. Entre le Covid, la guerre en Ukraine, les tarifs douaniers, des mouvements qui étaient extrêmement violents d'un côté comme de l'autre, qui étaient rapides, bref, mais violents. Et je trouve que c'est très formateur, justement, de pouvoir passer par ces cycles en une aussi courte période de temps. Et là, 2025, je trouve, a été une année assez particulière pour la cote européenne. C'était assez disparate. Et surtout, il fallait être très actif au moment des tarifs douaniers. En fait, j'ai l'impression que 2025, c'était vraiment tout s'est joué plus ou moins à partir d'avril, en fait, où on a eu pas mal de points d'entrée intéressants, où ça a été un peu le moment déterminant de l'année. Et 2026 commence vraiment sur les chapeaux de roue. Alors, on savait plus ou moins que 2026 serait quand même un bon début d'année par rapport au ratio de valorisation outre-Atlantique, par rapport à l'intérêt des fonds d'investissement qui commencent à revenir en Europe, par rapport aux thématiques avec la défense, l'énergie. Un dollar qui s'effondre, c'est de l'argent qui part des États-Unis vers l'Europe, vers la zone euro. Exactement, c'est vrai que ça a été l'étincelle par-dessus tous ces éléments. Donc en fait, on avait un peu les étoiles qui étaient alignées, et je pensais pas qu'on ferait un démarrage aussi important, notamment dans plusieurs valeurs qu'on connu une année 2025 un petit peu décevante. Et ça fait le lien avec la première. Donc moi, c'est pour le coup, je vous dirai toujours quand je suis investi, et là, c'est la première position de mon PEA en termes de valeur absolue, en termes de pourcentage. Et c'est pas très original parce que j'en parle depuis des années, et c'est Lotus Bakery. Je sais que tu l'apprécies bien aussi, Richard. Ah, c'est une fantastique chez moi, c'est la fantastique belge. Et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est même ma chouchoute. Hein. C'est ma chouchoute parmi les fantastiques. Je sais qu'il y a des grands noms dans mes fantastiques, mais là, c'est ma chouchoute absolue. Je ne peux que valider ton choix. Vas-y, présente-nous ce dossier-là, et qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Ouais, alors, plein de choses à vous dire, mais déjà, moi, quand je regarde un graphique, tous mes graphiques plus ou moins se ressemblent, en fait. Mais les valeurs que je suis ont plus ou moins toujours la même tête. Je suis assez sélectif, justement. Je n'ai pas d'avis sur tout. Je me concentre vraiment sur celles qui ont vraiment déjà des belles tendances de long terme. Et Lotus, déjà, voilà, vous voyez un petit peu le graphe sur les dernières années, depuis 2010, voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà, on a un premier critère qui, moi, pour le suivi de tendance, est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que Lotus, c'est une entreprise familiale, et puis j'essaye de mettre au moins 50% de mes positions en valeur familiale. J'ai découvert, en fait, c'était déjà par attrait un peu politique, philosophique. Et au-delà, c'est qu'en termes d'investissement, j'arrive à les tenir beaucoup plus longtemps statistiquement. Donc en fait, je suis venu un peu de la manière inversée. C'est que j'aimais bien les entreprises familiales parce que c'est quelque chose qui me parlait bien. Je pense que c'est l'une des formes d'entreprise les plus importantes, les plus efficaces et avec le plus historique. Et en plus de ça, derrière, elles ont souvent des tendances qui sont très claires, assez affirmées. Et du coup, nous, en suivi de tendance, elles sont particulièrement intéressantes à suivre. Et en termes
avant même de parler de vraiment fondamentaux, c'est qu'en termes de suivi de tendance pure, Lotus Bakeries, c'est vraiment un cas d'école avec une tendance qui était extrêmement soutenue depuis, grosso modo, depuis fin 2022, qui a connu un retournement à partir de début 2025, un cycle baissier qui a duré plusieurs mois. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais divisé la position par deux, mais j'avais quand même conservé la moitié. Et avec la reprise, justement, cette année qui s'est faite... alors, vous allez voir, les fondamentaux, c'est assez rigolo. C'est que c'est encore difficile d'expliquer pourquoi elle a pris quasiment plus 30% là, en l'espace de quelques semaines, au-delà d'un changement de paradigme. Et il y a l'un des éléments qui revient ces dernières semaines qui je trouve absolument dingue, c'est qu'en fait, la marque a été sous le feu des projecteurs parce qu'il y a une recette qui est à la mode sur les réseaux sociaux en ce moment, qui consiste en fait à utiliser des spéculoos de Lotus Bakeries pour les mettre dans du yogourt ou dans du fromage blanc et puis laisser la recette au frigo pendant une nuit. Et en fait, il y a eu un espèce d'effet de mode et du coup, il y a une ruée vers les spéculoos justement en ce début d'année. Donc, je sais pas en fait si c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres et ce qui a permis de remettre un petit peu le focus. Il y a eu plusieurs notes d'analystes aussi qui sont venus en soutien. Mais disons qu'on n'a pas encore eu la publication de résultats du premier trimestre et que malgré tout, il y a un attrait, il y a eu un retour des volumes et surtout la dynamique de fond est vraiment en train de changer. On était dans une consolidation qui a quand même duré tout au long de l'année 2025 et qui a été quand même assez importante. Et là, ça y est, il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent en cascade. Donc voilà, je ne sais pas toi si tu as une raison qui explique justement la reprise au-delà des caractères propres à l'entreprise, mais voilà, on voit que le changement... Il y a peut-être le catalyseur de l'usine en Thaïlande là, qui s'était terminé plus tôt que prévu. Moi je serais un peu plus... c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai été un peu plus basique. Dans mon service d'abonnement, je la rentre de nouveau dans la partie investissement, puisqu'il y a des parties diverses et variées, et je la rentre, alors je pourrais plus te dire la date, je revérifie, mais c'est en octobre-novembre, on est tout en bas, on est sur à peu près dans le canal en bleu là que tu as inscrit à peu près approximativement, et je la remets dans mes valeurs belges. J'en ai pas 50 en Belgique, hein. Je fonctionne par pays. Et je la remets parce que la baisse a été forte. La hausse a été injustifiée précédemment. On est une survalorisation, on arrive à des PER très très élevés. Et quand on revient sur les zones que tu as déterminées, qui sont les zones basses finalement, qui sont les points bas, c'est une grande difficulté pour les gens de trouver des points bas parce qu'ils savent pas valoriser, ils savent pas si la valeur va, etc. Il y a aucune mauvaise nouvelle, donc la hausse n'est pas trop justifiée, mais la baisse ne l'est pas non plus. Donc on est sur une entreprise qui se porte bien, c'est de l'oscillation, c'est de l'exagération, la partie qui est en vert là, sur la gauche de l'écran. C'est une exagération et après je me suis dit il va y avoir une exagération à la baisse et on l'a pas trop eu finalement. Ça a été rechercher les points de contact que tu as bien marqués là, on les voit bien 3-4 fois et à partir de ce moment-là je pense que le mouvement il est aussi de dire on n'est pas sur une valorisation faible à ce niveau-là, mais elle a été purgée. On peut appeler ça un dégonflement de bulle, tout simplement. C'est bien un dégonflement. Oui. Quand les gens parlent de bulle, ils ont toujours l'impression qu'elle va exploser. Oui, sur des dossiers dangereux, peut-être plus tech. Mais là, la technologie extraordinaire de vendre des petits gâteaux qui sont bons, c'est une technologie qu'il ne faudra pas oublier parce que c'est une technologie qui ne sera jamais disruptée par un robot, tout simplement. Et je pense qu'à un moment donné, des gens se repositionnent tout simplement, achètent, et puis comme ils sont nombreux puis qu'ils sont assez fortunés, parce que le prix de l'action est quand même assez élevé, tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas d'autre solution que de faire monter le dossier. Moi je pense qu'on est vraiment dans ça, et puis après la technicité fait que ça court après le papier parce qu'il n'y a jamais eu beaucoup de papier sur Lotus Bakeries, tout simplement. Oui. Mais il y a eu des phases de distribution. La question que je pose aujourd'hui moi sur ce dossier-là, c'est est-ce que tu vas aller rechercher les plus hauts historiques ou est-ce que tu vas pas y arriver? Parce que la valo serait encore élevée. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer, à mon goût, alors que la valeur va très bien, l'entreprise va très bien, mais par le biais des valorisations, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer un long range avec des bornes basses qui viennent d'être inscrites? Et est-ce que le sommet historique précédent, je crois que c'est autour de 12 000 ou 12 500, oui. Est-ce que ce ne serait pas un futur point de friction qui fait qu'on y retournerait vers les 7 500, je crois, un truc comme ça, et qu'on oscillerait pendant plusieurs années entre 7 500 et 12 000, ce qui ne serait pas choquant et qui serait le temple des traders, des trend followers qui savent se désinvestir. Mais de là à dire que c'est une mauvaise valeur, jamais de la vie, c'est ma chouchoute en Europe.
Je peux pas te nier, c'est pas possible. Mais pour moi, il y a pas. Bien quand c'est bon. Bon, la recette est sympa, mais moi, je pense que de toute façon, quand tu es à un certain niveau de prix sur Lotus, ça achète. Oui, bah, ce qui est intéressant, c'est que déjà aussi le groupe a une dette qui est vraiment sous contrôle et même si le titre est cher, ça fait des années qu'ils parlent, qu'il y a des rumeurs qu'il y aura une division du cours et qu'ils vont essayer justement de réduire le coût parce que on était sur une action qui dépassait quand même les 5 chiffres, donc c'est pas pour tous les portefeuilles, sauf ceux qui ont du fractionnement d'actions. Ah oui, mais regarde Et Lyft. Oui, bah oui, Lynn, c'est l'un des meilleurs exemples. Et les familles, je crois que c'est les familles Boone et Stevens, ils expliquaient qu'en fait, c'était l'une des marques un peu dans la même logique que le luxe pour Hermès, par exemple, ou pour LVMH, que le fait que l'action soit chère, c'est aussi un moyen de garder en fait un petit peu le prestige. Donc, voilà, Moi, je pense que ça élimine aussi tout ce qui est la mauvaise bourse, entre guillemets, les shorters, etc. Oui, ça assainit quand même tout de même. C'est sûr que c'est pas le titre avec la plus grosse capitalisation ni le plus gros volume journalier. Mais voilà, moi je suis vraiment dans un cas très typique pour du suivi de tendance, pour justement de la suivi de groupe familial qui avait connu une apogée et derrière qui consolidait. Donc voilà, il y avait un petit peu deux exemples comme ça. J'aurais pu vous parler sinon d'une autre valeur belge qui est Dieteren Group que j'aime beaucoup aussi. Et qui est Allez, vas-y, fais 5 minutes dessus, allez, c'est parti. Et Dieteren, c'est particulier pour le coup parce que le news flow est assez différent. Grosso modo, en fait, la spéculation actuelle, c'est par rapport à l'IPO de Belron. Vous savez, c'est en fait, Dieteren, c'est une holding avec des participations financières dans plusieurs groupes, avec une grosse diversification. Et en fait, Dieteren détient après, je crois, 50% justement de Belron et qui prépare son introduction en bourse potentiellement cette année. Et du coup, il y a une préparation, et il y a une valorisation qui est attendue à, je crois que c'était plus de 30 milliards d'euros. Et donc, en fait, il y a eu un peu une logique de rattrapage en disant que la holding était décotée et que derrière, il va falloir recalibrer par rapport à la valorisation de son entité. Et au-delà de ça, j'aime bien Dieteren parce que c'est des cycles qui sont assez faciles à suivre. Elle est moins dynamique que Lotus et parfois un peu plus irrégulière. Mais derrière, voilà, j'aime bien les fondamentaux, j'aime bien le secteur, j'aime bien justement la stratégie de l'actionnariat familial. Et après une année 2025 où la logique c'était vraiment miser sur le désendettement, je pense que 2026, cette logique d'introduction en bourse, en parallèle justement de versement de dividendes qui a été très important en 2024, je crois qu'on avait eu un méga dividende. Moi, je suis pas fan des méga dividendes parce que souvent c'est un peu un signe de délestage à court terme et souvent ça finit par avoir un impact plutôt négatif pour le titre. Donc en termes de suivi de tendance, j'aime pas du tout quand une entreprise se force à verser un dividende trop important. Derrière, voilà, la reprise est vraiment nette sur l'année. On est sur des plus hauts historiques qui sont encore dépassés. Donc voilà, la Belgique est un petit peu à l'honneur dans le portefeuille cette année. Ça fait plaisir après une année qui, pour les deux titres, ont été plutôt décevantes. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi le début d'année est aussi bon. Donc voilà, je crois qu'on devait parler que d'une ou deux actions, donc je vais pas m'étaler trop dessus, mais en tout cas voilà, la Belgique à l'honneur. Moi en général, mes deux pays préférés, c'est le Pays-Bas et la Belgique. C'est là où j'ai la plupart de mes grosses performances. Et tu passes autre chose en pays, sinon Pays-Bas, Belgique? En fait, moi je fais que Euronext parce que initialement mon courtier sur ProWellTime, j'avais que accès à Euronext et en fait au final ça me suffit amplement. Et du coup je fais principalement France, Belgique, Pays-Bas. Et en parallèle un petit peu Espagne et Italie. Et en fait, je fais quasiment que ça. Je regarde quasiment même pas les autres pays. En fait, moi, ça me suffit amplement. Ça m'est déjà arrivé de faire une ou deux valeurs nordiques sans être un grand spécialiste. C'est vraiment toi qui maîtrise bien mieux que moi cette zone-là. Mais voilà, moi en tout cas, en fait, je suis dans une phase où c'est ce que j'explique depuis des années, c'est qu'en fait, je ne progresse plus réellement en investissement. C'est que j'ai ma méthode. Et je me contente de l'appliquer, d'augmenter un peu les positions et puis d'essayer de maintenir un peu ma matrice et de l'appliquer mois après mois, année après année. Et donc, en fait, je suis dans une sorte de régression technique en fait, où j'essaye pas de rajouter des nouveaux indicateurs. J'essaye d'affiner un petit peu plus mes thèses d'investissement et essayer de jouer du cyclique que je ne faisais pas du tout auparavant. Donc, j'essaye d'inclure un petit peu ça parce que j'avais plus tendance en fait, à subir les rotations. C'est toutes les rotations sectorielles. Dès qu'il y a une nouvelle thématique qui arrive, j'arrivais souvent un petit peu à la traîne. Et le fait d'avoir maintenant un petit peu des thèses que je bosse un peu en amont, ça me permet d'avoir des listes et de pouvoir réagir un peu plus rapidement.
Même si, en tant que trend follower, en tant qu'investisseur de tendance, je rentre jamais au plus bas et je vends jamais au plus haut. J'essaye juste de capter en fait ce qu'on appelle le gras de la tendance. Donc c'est pour moi un moyen qui est très efficace pour me focaliser uniquement sur ce que je maîtrise, limiter aussi ce qu'on appelle, vous savez, le bruit du marché, c'est-à-dire les avis contradictoires, les informations. Je pense qu'on est dans une phase où, pendant longtemps, en tant qu'investisseur, on manquait d'informations. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse, c'est qu'on a trop d'informations, parfois même trop d'approches qui peuvent s'opposer. Et quand on débute, on peut avoir tendance en fait à avoir trop d'influences différentes, qui fait qu'au final, on a du mal à prendre des décisions. Et je pense que la pierre angulaire de tous les investisseurs qui réussissent à surperformer les indices sur la durée, c'est qu'en fait, ils ont un système qui leur permet de manière un peu binaire de se dire j'investis, je n'investis pas, ou alors je n'ai pas d'avis. Et d'ailleurs, la troisième catégorie, je pense, est extrêmement importante. C'est la plus importante et la plus nombreuse. C'est ça, exactement. On peut ne pas avoir d'avis pour des raisons fondamentales, techniques, et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un avis sur tout. Ça, c'est extrêmement important. Et après, au-delà de ça, c'est garder un système, peut-être un système complémentaire d'un second. Moi, je n'oppose pas l'analyse fondamentale et technique, même si le technique, ça reste un peu ma pierre angulaire. Derrière, c'est vraiment limiter les informations auxquelles vous avez accès. Et puis, essayer... Il y a une phrase qui dit « keep it simple, stupid ». Rester simple sur la durée, c'est bien plus efficace. Donc, moi, je suis vraiment partisan de cette approche bête, méchante. En tant qu'investisseur particulier, on n'a pas besoin de se complexifier la vie. Il y a déjà de quoi faire largement en ayant une liste de valeurs de qualité. Et d'ailleurs, toi, tu fais souvent des watchlists qui sont hyper efficaces pour ne suivre que les bons dossiers. Et conseil, concentrez-vous sur les listes dont Richard parle. Et puis ensuite, faites du suivi de tendance dessus pour venir essayer un peu de doper les performances. Ça, c'est parce que t'as vu que je parlais de Lotus Baker et c'est pour ça. Ah là, t'es d'accord avec moi. Donc, oui. j'ai appris le truc. Des années. Je l'ai raté. Je voulais l'acheter à la sortie du Covid. C'est la seule action, tu pourras vérifier, c'est la seule action de ce que je sais, qui n'a pas baissé pendant le crack du Covid. Ouais, elle a super bien résisté. Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est phénoménal. Moi, j'étais rentré après le Covid. Je la suivais pas avant, mais ouais, c'est souvent un bon signe. D'ailleurs, les valeurs justement qui baissent moins lorsque les indices se retournent, c'est souvent un signal de force. Derrière, c'est souvent celle sur lequel il y a la meilleure reprise. Les volumes reviennent beaucoup plus facilement. Donc, c'est aussi la logique. C'est pourquoi aller sur les dossiers les plus difficiles quand vous pouvez aller sur les bons élèves, y consacrer moins de temps, chercher des points d'entrée, rester patient. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Les gens cherchent de l'excitation parfois en bourse. C'est juste qu'on a tous les cerveaux un peu flingués, notre dopamine qui est cramée par les réseaux sociaux, par l'information courte durée, par la télé. Enfin, on est tous sensibles aux mêmes causes. C'est juste que derrière, quand on doit passer nos ordres devant l'écran, parce qu'il y a quand même toujours une pression psychologique qui est énorme, à partir du moment où on passe un ordre et qu'on a le risque de perdre une partie de ce qu'on va placer, on sous-estime tout le temps à quel point ça a un impact gigantesque. Mais je pense que en ayant un système qui est hyper simple, qui nous permet un peu comme un feu rouge de savoir c'est vert, c'est orange ou c'est rouge, derrière, je pense que sur la durée, ça réduit en fait la pression. Et ensuite, c'est être patient. Les bons coups, ils se font. Enfin, moi, je suis pas partisan de l'investissement de très court terme. Je pense que c'est l'un des marchés les plus difficiles et j'admire ceux qui y parviennent à aller là-dessus. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, horizon long terme et puis utiliser la tendance à son avantage, pour moi, c'est deux des meilleurs atouts qu'on a en tant qu'investisseur particulier. Un actif ? Alors, un actif, pareil, je vais pas être très original. Pour moi, c'est le Bitcoin. Alors, pour deux raisons. Alors, là, tu nous affiches le Bitcoin en dollars. Ouais, je le regarde toujours en dollars justement parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite commencé à le faire en dollars. En fait, j'investissais pas tous les mois, du coup, j'avais pas la question de comment est-ce que je transforme mes euros en dollars avant même d'investir. Donc, c'est vrai que oui, c'est une bonne remarque, mais je regarde uniquement en dollars. Disons que pour le Bitcoin, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est que comme je vous ai dit, j'y suis depuis 2017 dans le marché crypto et j'ai connu des cycles. Tu peux faire voir où c'est 2017 sur ton graphe là ? 2017, c'était, je sais pas si j'aurai l'historique ici. 2017, c'était, on était sur une phase. Alors, combien il vaut à ce moment-là ? Moi, quand je commence, c'est à peu près avril 2017, on était à 1500. Ouais, c'est ça. Entre les 1500 et 2000. Alors, j'ai pas acheté au plus bas, j'ai pas gardé ma position au plus au loin de là. Moi, j'ai essayé en fait d'accompagner les cycles. Et d'ailleurs,
c'est assez déprimant. Mais si j'avais uniquement investi la somme de départ en fait dans le Bitcoin et que j'avais gardé tout le long, je pense que j'aurais sûrement fait mieux que toutes mes différentes opérations. Mais bon, ça c'est toujours plus facile de se le dire a posteriori. Et puis faut réussir à tenir aussi les mouvements, hein, parce que avec du recul, c'est toujours plus facile de regarder le graphe en se disant qu'on aurait dû rester en position. Et derrière, il y a les faillites de FTX, il y a le scam sur Bitcoin, il y a les cycles hyper baissiers, il y a le cycle de pessimisme, c'est quand même très particulier. Donc voilà, le graphe ne fait pas honneur à la réalité de la psychologie. Si vous êtes encore dans le marché crypto et que vous avez tenu toutes ces années, c'est déjà que normalement vous avez un système qui fonctionne et qui vous permet de vous préserver un peu de ces changements psychologiques qui sont hyper violents sur la crypto. Et ensuite, moi j'ai toujours fait, dans les premières années, je faisais tout ce qui était possible. J'ai fait 3 années sur le marché crypto qui était hyper crade. J'allais sur des forums obscurs, j'allais sur des petits jetons, j'investissais dans des projets à droite à gauche. C'était pas hyper clean, on va dire, les premières années. D'autant que j'avais pas vraiment de conviction en fait. J'essayais juste d'essayer de gagner le plus possible en allant sur les projets qui pétaient. Et j'ai eu deux points qui m'ont vraiment particulièrement aidé. C'est qu'en fait j'ai investi assez tôt sur une monnaie qui s'appelait le Link, dont on parlait beaucoup justement sur les forums sur lequel j'allais. Donc ça a été l'une de mes plus grosses performances, mais pas parce que j'étais plus intelligent, juste parce que je voyais des gars plus intelligents que moi qui en parlaient beaucoup, donc j'ai pris position dessus. Et en deuxième, c'était sur le Monero, qui est la crypto qui répond le plus à ma vision un peu initiale de ce que doit être la crypto, c'est-à-dire une décentralisation anonyme qui est en fait une promesse complémentaire et distincte des marchés financiers. Donc en fait, je vois d'un très mauvais œil les ETF crypto, etc., parce que pour moi, on s'éloigne vraiment de la vision initiale. Mais voilà, je m'égare un petit peu, désolé pour la... Non, c'est intéressant d'avoir une vision globale sur la crypto-monnaie. Alors, le Bitcoin, voilà, qu'est-ce que tu voulais dire sur le Bitcoin ? Du coup, depuis 2019-2020, grosso modo, je me suis dit que le Bitcoin devait représenter la part la plus importante. Et en fait, progressivement, là où j'ai commencé à faire quasiment que des alts et des petites monnaies, plus le temps passait, plus je me concentrais sur Bitcoin, Ether, Monero. Et puis après, il y a 2 autres. Il y a le Ripple et le Link que je tradais pas mal et que je garde toujours. D'ailleurs, sur le Ripple, j'ai une anecdote rigolote. J'avais bloqué un portefeuille avec une grosse position dessus. Je crois que quand le Ripple avait pété, ça faisait quasiment 30 000 balles. Et j'ai perdu les comptes d'accès dessus. Donc, ça fait des années que je regarde le Ripple et que je me dis, voilà, j'ai de l'argent qui est bloqué dessus que je ne peux pas récupérer. Et c'est devenu un peu un running gag avec les gens avec qui tu sais, c'est toutes ces clés, tous ces trucs qui sont perdus. Ça me fait penser à l'or, quand les bateaux ont coulé dans le fond de l'Atlantique. Il y a de l'or partout, mais on ne sait pas où il est. Et voilà, c'est un peu pareil, sauf que je sais où il est le compte et j'ai juste plus l'accès. Il me restait une seule tentative. Ça me fait penser à l'anecdote, je crois que c'est un Anglais qui avait voulu racheter la déchetterie où son ordinateur était planqué parce que dedans il y avait je sais plus combien de millions. Ah, c'était des centaines de millions de dollars, c'était monstrueux. Et d'ailleurs, il a eu l'interdiction à la fin, il y a eu un procès avec la ville. Ouais. Ils ont considéré que ça avait trop d'impact environnemental si jamais il devait retourner la totalité, avec le risque de même pas retrouver à la fin. Donc en gros, tout ça pour dire que désormais, la crypto, ça reste mon plus gros portefeuille, mais je fais quasiment que Bitcoin et Ether. Et en fait, j'applique pareil ma matrice de suivi de tendance, ce qui fait qu'en fait, j'essaye de rester investi au maximum lorsqu'on est au-dessus de la MM200 et à réduire mon exposition, quitte à couper la totalité lorsqu'on est en dessous. Ce qui fait qu'en fait, ça fait plusieurs mois que je ne fais absolument rien. C'est très délicat, c'est qu'en fait, la psychologie sur la crypto, alors là, on est dans un cycle en plus qui est très particulier, c'est qu'on a atteint un pic de pessimisme que j'avais pas vu vraiment depuis des années, parce qu'en même temps, on a l'adoption qui se poursuit, on a les usages qui se multiplient de tous les côtés, et en même temps, on a un niveau de pessimisme alors que le Bitcoin est à 90 000 $, c'est complètement dingue. En fait, c'est juste que je pense qu'il y a toujours cette vision, c'est toujours les biais, en fait, on se bat toujours contre les mêmes causes, mais il y avait un biais que la saison des altcoins devait arriver, en se disant que les cycles allaient se reproduire, et tout le monde s'attendait à ce que ce soit réglé comme une horloge. Mais en fait, par principe, un cycle, il est toujours distinct du précédent. Et d'ailleurs, depuis 2017, j'ai jamais vu un seul cycle qui se ressemblait. Il y avait toujours des distinctions, il y avait toujours des raisons différentes, il y avait toujours des mouvements qui différaient aussi. Et du coup, moi, je suis un peu spectateur en fait dans cette situation. J'ai aucun avis. Quand on me dit,
tu penses que le Bitcoin sera à combien dans 5 ans? Bah, j'en ai aucune idée. Je dis toujours entre 0 et 1 million. Parce que, en fait, j'ai pas envie d'avoir de biais. Parce que si je m'auto-persuade que ça va aller à tel niveau, bah, je vais avoir tendance à conserver mes positions envers et contre tout. Donc, bon, chacun trouvera un petit peu sa vision par rapport à ça. Mais moi, j'aime ne pas avoir de biais et de me dire qu'en fait, je me contente de suivre bêtement la tendance. Et là, la tendance, depuis novembre dernier, elle me dit qu'il y a de l'incertitude et qu'on n'est plus en tendance haussière par rapport à mes critères de suivi de tendance pure. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un gros portefeuille qui dort. Et je ne fais quasiment rien en attendant justement une reprise un petit peu plus généreuse. Mais en fait, je voulais présenter le Bitcoin parce que malgré tout, d'un point de vue de tendance de long terme, on n'a pas vraiment cassé la tendance de fond et que malgré tout, si on veut respecter un petit peu la loi de Dow, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut, eh bien, on est toujours dans la construction qui est tout à fait propre de la théorie de Dow. Donc de ce point de vue-là, tant qu'on tient les $85 000, il n'y a pas de remise en question. Ensuite, la prochaine grande zone de support, c'est vers les $76 000. Mais du coup, voilà, je suis pas investi pour le moment. C'est qu'en dessous, là, ta moyenne mobile, elle est à combien? Elle est à... Là, c'est la 200 en hebdomadaire. Ouais, et à du coup, on serait à proximité des 60 000. Ouais, tu vois, c'est marrant, c'est un peu mon scénario de correction que j'ai fait. Je fais 2-3 émissions, j'en fais une tous les ans. Voilà, j'avais donné le point bas avec Valentin Demey, je sais pas si tu vois qui c'est oui, bien sûr, qui passe sur BFM Business régulièrement. Et on avait fait une émission, on avait fait une interview. C'était bien la première fois que j'en faisais une, tu vois. J'ai aimé, je recommence, tu vois. Et on avait donné le point bas parce qu'il y avait eu des éléments sur les crypto-monnaies qui étaient super intéressants. Et puis j'en ai fait une pour clôturer. Puis j'avais fait une comparaison. J'avais fait un match avec des actions liées à la crypto face aux cryptos. Et c'est les actions qu'ont battu les crypto-monnaies. Un panier de crypto et un panier d'actions liées à la crypto-monnaie européenne, toutes PEables. En plus, je laisse voir le tableau, quoi. Protégé en PEA. Alors, les actions sont pas toujours sécures, on est d'accord, mais par contre, on n'a pas de FTX dans l'histoire. Oui. Et j'ai fait une émission, je crois plus ou moins cet été, j'ai dit, c'est fini, on était à 110 000. Et par contre, j'avais un sentiment qui était de dire, on aura moins de volatilité ce coup-ci que la fois d'avant. Oui. Donc, ton 60 000 était un peu mon idée d'une correction profonde, de l'ordre d'une division par 2. Alors, je sais plus combien ça fait d'habitude, mais je crois que c'est des divisions par 3 ou par 4. Et là, je suis plutôt partisan d'un divisé par 2 qui serait une respiration logique. Il y a donc la volatilité qui baisserait lentement sur ces actifs-là, qui deviendraient des actifs un peu plus... et là, je pense que c'est par rapport au fait aussi des ETF et puis de l'acceptation, puis bon, tous les institutionnels qui rentrent dedans, d'avoir des mouvements techniques beaucoup plus raisonnables, on va dire. Ouais, moi, j'entends en fait, j'entends et j'observe. Et voilà, pour le moment, moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je sais que c'est super décevant et plus vous êtes depuis des années dans le secteur crypto, plus vous avez tendance à avoir des convictions, à avoir affiné un peu votre manière de penser, à aller sur les dernières technologies et nouveaux projets. Moi, pas du tout. En fait, je suis dans ma zone de confort depuis des années et je reste là-dessus, en fait. Donc, d'accord. C'est une approche qui est un peu solitaire et un peu ennuyeuse, mais moi, ça me protège pas mal. Et du coup, pour la seconde, donc c'est pour le Monero. Alors, le Monero, c'était particulier parce que là, on a eu vraiment une hausse stratosphérique, justement, en ce début d'année. Et le cycle reste bien plus positif qu'actuellement la configuration du Bitcoin. Et voilà, donc c'est beaucoup plus dur de l'échanger désormais parce qu'elle a été interdite de pas mal d'exchanges. Donc les process pour les acheter, les vendre sont devenus beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Mais voilà, j'ai toujours une grosse conviction sur le Monero qui représente un peu ma vision un peu punk et ma vision initiale que doit être le marché de la crypto, qui a quand même été créé, ne l'oubliez pas, après 2008 pour éviter justement que les banques reprennent autant de pouvoir. Et là, ces dernières années, j'ai le sentiment qu'on a une grosse partie aussi de la communauté crypto qui change un petit peu ce fusil d'épaule en se disant qu'en fait, non, l'adoption c'est génial, que BlackRock fasse des ETF et qui gagne énormément en frais d'intermédiaire, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir de l'adoption, parce que ça va parler à d'autres profils. Moi, je suis en opposition frontale avec ça. Pour moi, c'est renier complètement ce que doit être la crypto, en tout cas ce qu'était la vision initiale. Ce que tu as comme pensée sociétale, là par contre, on peut le dire, mais en off, nous sommes très très proches, toi et moi. Ouais, c'est ça. Mais bon, on peut pas toujours en parler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours des gens opposés par nature, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. Mais sociétalement, je crois qu'on est très proches l'un l'autre et on voit les choses de la même manière. Et oui. Ouais, la crypto, c'était en train de t'expliquer que ça allait révolutionner le monde et que ça allait la liberté financière, c'est la liberté. Et puis finalement, l'argent appelle l'argent à chaque fois.
Toujours un peu pareil. La révolution a été vendue, comme le dit la Voilà, les citation. corrompus traînent partout dans les rues, comme on dit. Bref, c'est comme ça. Je te remercie, Adrien, pour cette présentation d'actifs. Alors, Géo Macro, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as comme ressenti sur 2026 là? Qu'est-ce qui t'interpelle? Eh ben, Si moi, il y a un t'as pas le graphique graphe, ah si t'as un graphe, Ouais. ok. J'ai un graphique en fait qui m'enthousiasme autant qu'il me terrifie. À chaque fois que je le regarde et à chaque fois qu'on inscrit des nouveaux records, bah, j'ai tu vois, cette petite sensation qu'on a dans le bas du dos. Voilà, j'ai pas d'autres mots là-dessus. En fait, la hausse stratosphérique de l'or et de l'argent m'inquiète beaucoup parce que en fait, on est face à pas juste une hausse stratosphérique de l'or et de l'argent, on est face en fait à un début de reset monétaire par rapport justement à la dévaluation du dollar, mais aussi par rapport justement au rôle que l'or et l'argent avaient traditionnellement, qui est en train un petit peu de revenir sur le devant de la scène. Et en fait, ben, j'ai pas une heure de commentaires à faire autour de ça, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est face à quelque chose qui est absolument historique, dont on ne mesure pas encore complètement l'ampleur et l'impact que ça va avoir sur, bah, évidemment, les monnaies. Parce que le sujet de la monnaie, c'est extrêmement compliqué et on pige pas ce qui se Si passe. t'as pas d'analyse graphique, tu peux couper le partage d'écran. On t'en Ah oui, prendra, pardon. on te verra en plus grand. Ah, Disons, voilà. voilà, sur la monnaie, je suis pas un spécialiste et je trouve toujours complexe de considérer comme spécialiste de la monnaie, tant c'est quelque chose de difficile à appréhender. Mais en tout cas, voilà, quand je vois le mouvement actuel stratosphérique exponentiel qu'on a sur l'or et l'argent, je me dis qu'on est probablement face à une révolution monétaire, le genre de choses qu'on voit qu'une fois dans un siècle. Et en fait, je ne mesure pas encore l'impact que ça va avoir, mais entre la révolution de l'intelligence artificielle qui a lieu en même temps, en complémentarité, la hausse stratosphérique de l'or et de l'argent, je me dis qu'en fait, on a un changement profond, sociétal, technologique, industriel, qui nous dépasse tous allègrement. Donc, quand on prend un petit peu de la hauteur en se disant que cette révolution, qui est clairement une des plus grosses révolutions depuis, qui est peut-être même la plus grosse révolution du siècle selon moi, l'essor de l'intelligence artificielle et de la robotique, et bien que ça se fasse en même temps que la hausse stratosphérique de l'or et de l'argent, je me dis que c'est sûrement lié. Et bah voilà, bah moi ça m'inquiète beaucoup. Et ça explique justement le monde multipolaire qui est en train de se réaffirmer avec un retour un petit peu de la doctrine des puissances globales qui ont leur zone d'influence et qui s'affrontent sur le contrôle des ressources et sur une vision un petit peu plus réelle en fait de ce qu'a été la politique historiquement en fait, qui est basée sur la zone d'influence, les matières premières et puis bah, le contrôle de la monnaie. Et eh bien, je me dis que cette hausse-là se fait pas dans n'importe quelle condition et qu'on va avoir On parlait du grand reset ces dernières années, bah, je pense que le grand reset, c'est celui-ci. C'est un grand reset qui est avant tout monétaire et qui va avoir des impacts très, très importants sur nos vies, sur nos travails, sur notre société plus généralement. Donc voilà. C'est le sujet géopolitique, à mon avis, c'est celui-ci. Tout ce qui se passe avec le Groenland, avec les tensions Venezuela, Iran, etc. C'est, à mon avis, ça découle de quelque chose de macro qui est beaucoup plus profond, qui est la remise en cause de la position du dollar, du monde multipolaire, de l'affrontement progressif entre la Chine et les États-Unis, l'affrontement d'abord technologique et progressivement monétaire, et sur le sujet des matières premières, des terres rares, etc. Donc voilà, je me sens bien petit par rapport à ce grand changement-là. Et je fais partie de ces gens qui essayent de se concentrer sur les sujets micro, c'est-à-dire sur ce que je peux contrôler, comment je vais investir, comment je vais prendre soin de ma famille, combien de temps je vais pouvoir passer dans la nature à faire des randonnées, plutôt que de me focaliser sur des sujets macro. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un sujet macro qui occupe une partie de mon esprit, c'est vraiment celui-ci. Et ces deux hausses qui m'inquiètent bien plus qu'elles ne m'enthousiasment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais ceci étant dit, l'or, on a déjà eu un spike comme ça dans les années 80. Et je dis à tous les investisseurs or une chose, c'est que le haut du marché des années 80, ils ont juste à aller regarder un graphe sur une longue période. Nous avons eu ensuite une durée pendant 20 ans, l'or n'a plus bougé et a même fait, par rapport au pic des années 80, je sais plus quelle date c'est exactement, ça a redivisé par 4. Ouais. Et après, c'est reparti. Mais celui qui a acheté dans les années 80 de l'or, il a retrouvé son argent en 2005. Je le dis juste pour ceux qui ont mon âge, 53 ans. Je vous laisse réfléchir à ce que vous serez dans 25 ans.
Voilà. Et retrouver son Parce que l'or argent. avait baissé, je crois, 70 par rapport au plus haut, 70-80, c'est ça Je crois qu'il a divisé par 4. Ah oui, Alors, point bas, voilà. Et à vrai dire, il a jamais vraiment baissé. Il était, tu sais, en correction lente. Voilà, ça a duré 15 ans et après, ça a reparti tranquillement et ça a retrouvé ce niveau des années 80 en 2005. Je crois que c'est 2005 ou 2003. Ouais, mais Donc, même la hausse, c'était quoi? C'était du x2 à l'époque dans les années 80 parce que je crois c'était plus fort. Non, ça vient de beaucoup plus bas. Ah ouais, C'est un spike. Je sais plus quelle multiplication c'est, mais c'était assez important. D'accord. Donc, ceux qui affirment que l'or va monter de manière définitive et totale, bon. N'oublions pas que le dollar a perdu 20% en face et que nous avons quand même un phénomène effectivement de valorisation en dollars qui n'est pas le cas en euros, enfin qui est différent en euros on va dire. Donc on profite de mouvements comme ça, effectivement il y a un lien monétaire évident. Bon, méfiance, restons dynamiques, c'est tout ce que j'ai envie de dire, mais je peux entendre que des gens veulent garder de l'or jusqu'à mort s'en suive, mais bon, voilà, si on est dans l'investissement, etc., il faut savoir jongler. Je ne suis pas convaincu que l'or soit plus sécure qu'un euro ou qu'un bitcoin. Ouais, bah, tu vois, moi, ça fait des années que j'ai une petite position en or, j'ai pas grand-chose, j'ai des pièces en physique. Ouais. Ça fait des années que je voulais la renforcer et qu'en fait, je vois le graphe et que je me dis, je vais attendre une consolidation. Et du coup, que j'attends un peu patiemment. Donc, là, tu es en train d'expliquer quoi? Tu es en train d'expliquer quoi? C'est que tu attends une forme graphique, tu attends quelque chose qui te fasse dire, OK, je suis sécure. Ouais. Et pourtant, moi, ma vision, tu vois, de l'or et de l'argent, c'est vraiment une vision détention physique, réserve de valeur, disponible. J'aime moins l'investissement via les ETF, par exemple, pour l'or et l'argent. J'aime bien l'idée que ce soit En fait, j'aime bien que chaque catégorie d'actifs ait un rôle. J'aime l'immobilier pour ses vertus. J'aime, pas pour la réglementation, mais c'est pour ses vertus. J'aime l'or et l'argent en termes de détention et de réserve de valeur. J'aime la crypto justement pour qu'elle soit distincte du marché traditionnel et pour qu'elle soit décentralisée et anonyme. Et j'aime le marché action pour investir dans les entreprises que je comprends et des entreprises qui vont... Bon, j'aime pas le mot économie réelle, à chaque fois que j'utilise, on me tape sur les doigts, mais en tout cas, qui se traduisent par quelque chose, par des brevets, par des emplois. Voilà, j'aime que chaque marché soit assez distinct et qu'il ait ses propres avantages. Et j'aime pas le côté, on essaye de tout mettre au même niveau, en fait, de la pierre papier, avec des ETF, argent, avec... Bon, dès qu'on parle de produits structurés, hein, ouais, c'est des commissions arrière. Exactement. C'est des commissions, c'est nébuleux, on comprend rien. C'est du produit, hein. C'est la pizza, ce que j'appelle des pizzas, moi. C'est la pizza industrielle, alors que tu pourrais parfaitement la faire avec tes propres ingrédients chez toi. Et c'est bizarre, hein. Tu prends les mêmes ingrédients que la Buitoni, et à la fin, ça n'a pas le même goût. Ah bah, c'est certain. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ben, c'est la même chose sur les produits financiers structurés, c'est mon avis. C'est pour ça que je défends les actions. Je me suis spécialisé en actions parce que ça travaille le monde entier, ça travaille tous les problèmes du monde. On peut se coller à de l'or par des actions, on peut se coller à du bitcoin. Je l'ai prouvé dans la chaîne, dans certaines vidéos. Et à vrai dire, l'idée pour moi, c'est le vecteur action est celui qui permet de faire tout ce qui existe sans se compliquer parce que bah, tu deviens spécialiste d'un truc qui fait finalement tout et qui répond à toutes les problématiques. C'est pour ça que je prône les actions de manière absolue, mais je fais un peu d'immobilier, hein. Je fais un peu de private equity aussi, je sais pas si tu en fais aussi. Pas du tout, jamais fait de private equity. Moi, je compte pas en faire pour le moment. Mais je suis en local, hein. Je suis investi oui, local. Alors en local, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Tu vois, et les mecs, je bouffe avec eux et tout, hein. Attention, je reste collé à eux. Et j'ai fait de la crypto, mais j'en fais plus, mais parce que j'ai trouvé dans les actions, et puis les gens qui ont suivi la chaîne, ils ont vu des performances assez exceptionnelles sur le sujet, donc c'était très sympa. Quand tu arrives à lier les deux. Mais c'est vrai que, pareil, on n'en parle pas assez, mais c'est bien d'avoir un marché de prédilection. Après, plus on s'étend, plus c'est difficile, sauf si vous avez une approche, j'investis un peu dans tout, en mode DCA, j'investis... Nicolas, je pense, on a parlé un petit peu avant. Non, il a été modéré sur le sujet. Il était modéré. Je pense que c'est une des approches qui est les plus efficaces de se dire j'investis dans l'or, j'investis dans des ETF, j'investis dans de la crypto et de manière un peu passive, un peu dans tout, en se disant que j'expose mon patrimoine. Je pense qu'il faut soit se concentrer sur un marché, devenir spécialiste, soit avoir justement cette approche un petit peu globale. Je trouve que l'entre-deux est souvent le creux et le plus difficile parce qu'on finit par ne pas maîtriser forcément un seul et puis à se focaliser pas forcément sur le bon marché au bon moment. Ouais. Donc, je trouve ça assez dur et de se concentrer aussi. C'est assez tentant au début de se dire qu'on va pouvoir être bon de partout et c'est impossible. Il vaut mieux avoir une méthode par
par stratégie, s'y tenir et de garder en fait le marché qui vous correspond le mieux. Moi, je pose une question à tous les gens que je coach, tous les gens avec qui je travaille. Je leur dis est-ce que tu connais ton métier, le métier dans lequel tu es? Est-ce que tu connais tous les différents les typologies de ton métier? Et j'ai jamais eu une réponse oui, je connais tout mon métier par cœur. Non, je suis spécialiste de. Oui. Et à partir de ce moment-là, pourquoi veux-tu l'être dans un truc qui est gigantesque et qui gère le monde entier et qui s'appelle la finance? C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, l'idée de la spécialisation, de la stratégie des poupées russes, le cercle de compétences qui est tout petit, c'est volontaire qu'il est tout petit. C'est vraiment l'idée de dire mais spécialisez-vous tout en. Alors moi, je me suis spécialisé PEA et en même temps, je me suis agrandi, c'est-à-dire que j'ai fait de la géographie et ça c'est super intéressant, mais je suis resté dans le PEA et je m'intéresse pas aux américaines, jamais. Ouais, tu vois, pour le coup, je suis exactement comme toi, on n'est pas très nombreux, et ça fait des années qu'on me dit, mais pourquoi tu vas pas t'ouvres pas ton compte titre, etc. Parce qu'en fait, ça me suffit, et que à un moment donné, je gérais le portefeuille de 2 de mes proches, plus le PEA de ma fiancée, mon PEA, le compte crypto, à côté des travaux immobiliers, etc. À un moment, en fait, je me suis dit, c'est absolument impossible de tout gérer en parallèle, et donc on est obligé, en fait, de recentraliser, parce que sinon, on devient complètement... Et les gens le font. On le fait tous les anciens, on l'a tous fait, et on se bat avec les nouveaux pour leur dire, et ils n'écoutent pas. C'est un des meilleurs moyens de se cramer, de devenir mauvais dans tous en même temps, en fait, parce que c'est... Et on m'a dit souvent, t'es la seule chaîne qui dit, mais si ça vous plaît pas, partez, allez voir ailleurs. Les gens comprennent pas, mais on va dire, je leur apprends. Ils sont en train d'apprendre. Fais tes choix. Et la grande difficulté du grand public, ils sont dans un monde souvent où on leur mâche le travail, entre guillemets, et en bourse, tu dois décider tout seul. Ouais, mais et là, ils sont face à une grande difficulté. Tu tapes investir en bourse sur Google, tu vas avoir 10 000 résultats, des approches qui vont s'opposer, des horizons de temps qui vont s'opposer. On va te dire d'un côté c'est UDCA, d'un côté c'est ci. Et en fait, chacun prêche plus ou moins pour sa paroisse, et c'est aussi très difficile quand on commence, c'est de se dire qu'il peut y avoir des méthodes très différentes qui fonctionnent toutes. Le point commun des méthodes qui fonctionnent, c'est qu'en règle générale, elles se résument assez facilement. Elles ont des règles qui sont simples, qui sont strictes et qui sont suivies. Et ensuite, moi, je suis pas là pour vous dire que le suivi de tendance, c'est la seule méthode qui fonctionne. Loin de là. Il y a tout un tas de méthodes qui fonctionnent. On peut faire que du décoté, on peut faire que du recovery, on peut complètement négliger l'analyse graphique et faire que du fondamental. Il y en a pour absolument tous les goûts. C'est juste que ce que je veux dire, c'est qu'il faut mieux se focaliser sur une méthode et de ne pas regarder ce que font les autres, parce que sinon, si vous commencez à faire des profils d'entreprise hyper différentes avec des méthodes qui vont s'opposer, en fait, à la fin, vous n'arrivez plus à décider, et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on disait sur le surplus d'informations. Derrière, si vous avez trop d'approches différentes, les approches vont progressivement s'opposer. C'est un peu la même logique avec les indicateurs techniques. Quand on commence, on va regarder un bouquin qui parle de l'analyse technique, on va se dire je vais rajouter mon MACD, je vais mettre mon RSI, je vais mettre les moyennes mobiles, mais on m'a dit que la moyenne mobile 51 est mieux que la 20, et on m'a dit qu'il vaut mieux utiliser l'unité de temps 5 minutes plutôt qu'utiliser telle unité de temps. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous complexifiez, vous mettez du momentum, vous commencez à mettre des oscillateurs, vous commencez à rajouter et en fait, à la fin, vous devenez un peintre en analyse technique. Vous avez des informations... Alors, toi, tu dis peintre, et moi, j'appelle ça du coloriage. Voilà, pareil, c'est un peu la même idée, c'est que vous vous retrouvez avec tellement d'informations qu'elles sont toutes contradictoires, que c'est extrêmement difficile de prendre une décision à la fin. Et quand on est d'accord, finalement. C'est ça, et quand on investit, c'est souvent pour une raison particulière. Il faut se la rappeler quand même, c'est assez important. Moi, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est qu'avec le suivi de tendance, je peux avoir des mois qui sont exceptionnels, je peux avoir des périodes qui sont... Regardez pour le marché crypto, 2025, j'ai perdu beaucoup en crypto, une grosse somme, parce que le marché était difficile, parce que mes stops de protection étaient tapés. Là, ça fait quelques mois que je ne fais absolument rien. Donc, par principe, il y aurait des périodes où je pourrais sortir des excellentes performances et des périodes qui seront mauvaises, voire neutres, où il ne se passe rien. Donc, c'est aussi important de se dire quel est le type de marché dans lequel je vais investir. Et une fois que les règles ne sont pas respectées, ça sert à rien d'essayer de se battre, de regarder le graphique toutes les minutes, de se dire qu'on va essayer d'attraper le point bas, parce qu'en fait, sur la durée, vous y perdez du temps, vous y perdez de la santé, et puis à la fin, c'est une dose de stress qui est passionnant ce qu'on se raconte. Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on le fasse plus souvent, ça. Ça sera avec grand plaisir. Comme tu disais, moi, j'ai été beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux plus généralement, parce que j'ai eu 2 enfants en moins de 2 ans, et puis j'apprécie justement être une petite vie simple, tu vois, je cherche pas à être très connu, ça m'a jamais attiré, et du coup voilà, pour le faire comme ça avec des copains, ce sera avec plaisir, mais je compte pas redevenir hyper actif et reposter comme avant.
Le temps tourne, alors je vais te poser la question suivante. Une anecdote. Une anecdote quoi sur l'investissement, sur Ouais, ça rigole. sur nous deux, je sais pas, enfin comme tu veux. Ces dernières années, j'ai eu plein de trucs vraiment très très spéciaux qui me sont arrivés. J'ai eu en immobilier, je peux vous raconter, j'ai 10 000 anecdotes de trucs de fous qui me sont arrivés. Allez, une qui te passe par En la tête. immobilier, alors j'ai eu un appartement qui a eu le bingo de toutes les pires choses qui puissent arriver, ou presque, pas loin, avec un arrêté de péril dans le bâtiment qui force à reloger mon locataire pendant X mois avec le crédit qui court et obligé de le reloger à mes frais en parallèle. À la fin, au bout de certains mois... Obligé de le reloger. Oh c'est normal parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais en plus, il avait des critères très précis où il allait être dans une zone et pas une autre, et qui complexifiait encore plus la chose. Pour qu'à la fin, il était très dépressif et des mois suivants, il se suicide dans l'appartement. Et du coup, procédure avec notaire, etc., un truc de fou furieux. Et ça m'a bien calmé sur l'immobilier. Donc là, c'était l'anecdote la plus difficile que j'ai eue. Waouh! Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Après, il y a le squat aussi qui est le niveau d'au-dessus. Mais voilà, je pense que c'était une bonne anecdote. Et puis, autrement, pour la crypto, voilà, ce qui est assez rigolo, c'était par rapport au Ripple là, qui est bloqué sur la clé, qui m'a quand même bien marqué. Et je sais pas. Là, c'est pas un long fleuve tranquille, l'investissement. Ah, jamais. Et c'est justement aussi, c'est apprendre la capacité à avoir des mauvaises nouvelles, à avoir des interruptions, à avoir des changements et à réussir à rebondir. En fait, au final, ça permet d'épaissir son cuir, de comprendre qu'en fait, la vie, c'est aussi ça, c'est prendre des coups, prendre des difficultés et puis réussir à tenir sa barque à la fin. Et en fait, c'est un apprentissage qui est extrêmement puissant, pas que pour l'investissement, mais en règle générale. Et puis, il y a une dernière chose aussi, c'est que je trouve qu'on est dans une période qui est assez contradictoire, c'est qu'en fait, l'économie a rarement été aussi difficile en termes de faillite d'entreprise, en termes de difficulté à trouver du travail, en termes de remplacement des métiers par intelligence artificielle. Moi, j'en suis la preuve parfaite, c'est que j'ai fait 6 ans de droit. L'IA est supérieure à mes 6 ans à tous les niveaux. En fait, j'ai un peu la sensation d'avoir fait 6 ans de droit. J'ai 2 masters, un master en pénal, un master en droit des affaires. Par rapport à la révolution technologique qu'on a maintenant, en fait, j'ai le sentiment que ma profession, elle ne sert plus à rien ou presque. Et en fait, c'est assez terrible de vivre ça en se disant qu'on a consacré des années à apprendre, à devenir bon dans quelque chose, pour voir que d'un seul coup, il y a une révolution qui fait que j'ai un peu l'impression d'être comme au moment de l'arrivée de l'électricité. Tu sais, avant, il y avait un métier où on allumait les lampadaires à torche. Moi, j'ai un peu l'impression. Voilà, exactement. Ou alors, ceux qui allaient chercher l'huile de banane, l'huile de foie de banane, de baleine, pardon, pour justement alimenter les éclairages. Et d'un seul coup, c'est une technologie qui passe à la trappe. Nous, on a un peu l'impression, dans plein de métiers du tertiaire, de vivre ça en fait en ce moment de manière accélérée, en se disant que l'intelligence artificielle est en train d'être supérieure à tous les niveaux. Et il y a les artistes qui sont concernés, les professions intellectuelles, il y a de plus en plus de professions dans des secteurs assez variés. Et c'est quand même assez extraordinaire à voir. Donc on peut être très optimiste sur les placements et de se dire qu'à côté, il y a un changement qui va avoir des implications extrêmement importantes dans tout un tas de secteurs. Donc voilà, c'est une émotion qui est un peu ambivalente, quoi. L'heure tourne, mon pauvre Adrien. On va bientôt s'arrêter. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. On n'arrête pas de discuter. T'as un petit mot à dire pour l'association ? Eh bien oui, je pense qu'on peut terminer par ça. Je pense que c'est bravo déjà Richard de pouvoir mettre en avant comme ça, parce que je trouve qu'on manque un petit peu de ce genre de projet dans la sphère investissement où on parle de pognon à longueur de journée, mais à la fin, quand c'est pour aider des beaux projets, il y a un petit peu moins de soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à faire un don pour les Solidades justement, pour aider les enfants touchés par des handicaps et des maladies rares. Vous avez justement aussi de la défiscalisation, donc c'est 66% si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Pour 300, si tu veux mettre 100 euros, tu mets 300 et tu as 200 d'avoir fiscal. Voilà, c'est ça. Donc même si vous voulez mettre 100 euros, ça ne vous coûtera que 33 euros à la fin avec la défiscalisation. Et du coup, on va servir d'exemple aussi. Je vais participer évidemment pour l'association. Et il y aura le lien dans la vidéo. Il y aura le lien dans les vidéos. Voilà, il y aura le lien juste en dessous. Avec la remise du document fiscal automatique. C'est automatique. Super. Ouais. Et voilà, un très beau projet. Merci Richard de mettre en avant ce genre de projet. On en a bien besoin.
Merci Adrien, merci pour cette interview, c'était génial. Je prends un plaisir fou, hein. On a déjà fait quelques-unes là. Je prends un plaisir fou, c'est de se retrouver entre copains et tout, et parler d'investissement, de notre passion. On n'est pas que là pour des produits ou autres, on est là parce ça fait longtemps qu'on est dessus, parce qu'on est des passionnés. Et là, vous avez rencontré quelqu'un de passionné et qui est passionnant. Merci Adrien. Un petit mot pour dire au revoir. Merci, plaisir, et puis à bientôt pour une prochaine émission. Alors, avec grand plaisir. Merci Salut à tous. Adrien. Salut. Bye. Au revoir. Bon, c'était bien. Cool. Super. Ça a duré combien de temps 53. Combien 53 minutes. Oh merde. Je regarde le moment, je fais putain la vache. Ouais, la vache, ça passe vite, ça passe trop vite. Écoutez, vous savez quoi? Ici, vous avez une série de vidéos, toutes les interviews de tous les invités. Vous allez voir, il y a 5 heures en tout. Et ça va vous permettre de vous assouvir de la bourse et apprendre plein de choses sur plein de stratégies diverses et variées. Et c'est tout le programme que je vous propose dans ce lien-ci. Et je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.